Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie, une photographe passionnée, talentueuse et ultra sensible à la beauté de l'instant. Si vous la connaissez, vous savez déjà que son œil capte plus que des images, il raconte des histoires. Dans cet épisode, on parle de l'image, bien sûr, et de son importance dans les projets créatifs, mais pas que. Avec Noémie, on plonge aussi dans l'enfance, dans ce que nos éducations nous laissent comme empreinte, bonnes et moins bonnes, et comment tout ça influence nos choix, nos carrières, nos relations. On parle d'entrepreneuriat et du défi très concret de se mettre en avant quand on n'a pas forcément la fibre de l'autopromotion. On aborde la place de la communauté, du soutien entre créateurs, mais aussi de ce fameux équilibre, toujours à réinventer entre vie pro et vie perso. On a aussi parlé de deuil, de ce qui nous vole, mais aussi de ce qui nous révèle. Et puis de ce qu'on choisit de vivre, d'accumuler ou pas, et de la valeur profonde des expériences par rapport aux possessions matérielles. Bref, un échange intime, riche, inspirant, que j'ai adoré enregistrer et que j'espère vous prendrez autant de plaisir à écouter. Vous êtes sur Audace, le podcast qui met en lumière des parcours uniques et authentiques. Ici, on parle de business, de bien-être, de développement personnel et bien plus encore, avec des invités qui partagent leurs expériences et leurs savoirs, en espérant que vous repartirez avec des idées, des inspirations et des outils concrets pour avancer. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Chloé Genico et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Noémie. Bonjour Chloé. Merci de venir jusqu'à moi. Un grand plaisir. From Bali. Bali et d'autres contrées. Ouais, tu voyages tellement, c'est vrai. Ouais, c'est chouette. Mais oui, là, je reviens du Maroc, il y a 2 jours. T'es au Maroc? Oui, ouais. Je perds le fil. Je te vois, je sais pas pourquoi, pour moi, tu rimes avec Bali. Déjà parce que t'as une résidence là-bas. Oui, c'est vrai. Ouais, donc, t'as une seconde maison. Ouais, depuis 6 ans maintenant. Tombée amoureuse du pays? Tombée amoureuse des Balinais. Ouais, clairement. Il y a pas à dire autre chose. Tombée amoureuse de la culture et des gens là-bas, quoi. Donc ouais. Mais oui, je reviens du Maroc. Petite vacances post-Bali. En fait, je suis en recherche depuis plusieurs années d'un lieu de vie qui me correspond. Et là, Bali, on va dire, s'éloigne petit à petit de moi, de ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Okay. Donc, j'ouvre le champ des possibles. Voilà. Alors, pour introduire rapidement comment on se connaît, tu es photographe. Oui. Mais tu es une de mes photographes chouchoutes. J'adore comment tu prends les photos, comment tu les retouches. Je trouve que tu as une patte, tu as une image à laquelle j'adhère totalement, qui est vraiment mes goûts, mon style. J'adore. Et tu m'as shooté à plusieurs reprises, notamment un shooting de famille, à laquelle je suis hyper attachée. C'est des photos que j'adore, mais on garde un peu pour nous. C'est vrai que je ne les diffuse pas. Ouais, un peu par pudeur, et j'adore ce shoot. C'est précieux. J'étais enceinte d'ailleurs. Ouais. C'était il y a quelques années déjà. C'était ça a été vite. Donc ma première fille, c'était à mon avis il y a 3 ans. Et puis j'ai eu mon fils entre-temps, et entre-temps tu m'as re-shooté, notamment pour la miniature du podcast. Exactement, l'été dernier. Ouais, c'est ça. Dans mon appartement à Bruxelles. Dans ton appartement, bruxellois. J'étais en postpartum de 6 mois, et j'avais envie, en fait, pour le projet du podcast, d'avoir une photo à mon image qui me plaît, dont je suis fière. Et c'est peut-être un petit conseil que je peux donner quand on lance un projet. Oui, c'est un investissement, de se payer un photoshoot, mais c'est tellement précieux parce que ça booste ta confiance. Tu investis dans ton projet, donc là tu te dis je lance, quoi. J'ai quand même investi de l'argent, et moi je suis pas de tabou de parler d'argent, mais c'est vrai que quand tu mets des sous, ça concrétise et ça rend le truc réel, tu vois. Ça a un autre goût. Ouais. En fait, je pense que n'importe qui, quand t'achètes un produit, peu importe lequel, en fait, quand il te coûte plus d'argent, ton attention et tu fais attention, quoi. Et c'est vrai qu'investir dans soi, dans son image, dans ses projets, peu importe sous quelle forme, moi je trouve ça hyper important. Je dis toujours aux gens, en fait, tu pourrais avoir le meilleur produit ou la meilleure idée qui existe. Si ton image est médiocre, ça marchera pas.
Et à l'inverse, si tu as un projet nul, mais qu'ils mettent toute la thune dans la com, en marketing, etc., bah, ça va fonctionner. C'est donc, dingue. Je crois que l'image est précieuse. Oui. Après, c'est pas pour ça que je fais de la photo, mais bien entendu. Mais c'est sûr que je comprends et j'adhère à 100% à ce que tu dis. Et surtout, en fait, parfois, il faut juste mettre un peu plus et faire mieux qu'en faire beaucoup, mais pour pas grand-chose, quoi. Donc, ouais. Je suis d'accord. Mais ça me fait très plaisir ce que tu dis. Ouais. Et bah, du coup, quand j'ai pensé au podcast, j'étais là, c'est évident que c'est toi qui devais me shooter. Pour moi, c'était même pas une question, c'était juste trouver le timing pour. Yes. Ouais, j'étais trop contente que tu me contactes pour ça, vraiment. Parce que du coup, c'était pas encore. Non, c'était pas même pas encore lancé. Ouais, il y avait personne. La jeunesse du projet. Et j'étais même pas vraiment à l'aise avec moi, avec mon corps. Et c'est ça aussi, toi, tu mets tellement à l'aise l'autre. Tu vois, tu mets les gens confortables et tu dégages la plus belle image. On est assez critique avec soi-même. Hein. Oui, c'est normal. Que tu m'as envoyé. C'est normal. En fait, même mon mari, il m'a dit, il faut qu'on les imprime toutes. On les place dans la maison. Ouais. On n'est pas comme ça du tout, mais ouais. Dans l'idée, c'était vraiment genre. C'est trop belle, quoi. Ouais, non, mais je suis contente que tu dises ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. Je pense aussi. Et ça m'arrange de savoir que, malgré moi, j'arrive à rendre les gens beaux, en fait. Ils le sont déjà, mais en tout cas, à les sublimer et à faire en sorte qu'eux s'aiment autant que ce que nous, on voit d'eux, quoi, de ce qu'ils dégagent réellement. Donc, et c'est ton œil aussi. Ouais. L'œil de quelqu'un, genre ce que toi, tu vois, et je trouve que toi, particulièrement dans tes photos... Ouais, je pense qu'en fait, en tant que juste humain, de base, on a tous une sensibilité qui est très différente et qui est axée sur des choses très différentes aussi. Voilà, il y a des choses qui vont sensibiliser une personne qui, moi, ne vont même pas m'effleurer. Et je pense que tout ce qui est visuel, depuis que je suis toute petite, ça me marque, quoi. Enfin voilà, quand je me balade, je vois de la lumière, des scènes qui se passent, je suis tout de suite attirée par ça. Et sans doute que si tu parles à mon petit frère, lui, il va passer à côté de ce truc, il va même pas voir ce qui se passe. Donc, je pense que le propre de chaque photographe, c'est finalement sa sensibilité en tant que personne. Et forcément qu'après, il y a tout ce qui est matériel et des choses plus, on va dire, professionnelles. Mais je crois que ça s'invente pas, ou ça peut peut-être se travailler et faire se cultiver. Voilà. On y viendra sur ta motivation, comment la garder, comment garder ton œil créatif. Sans doute le voyage en fait partie. Oui. Mais avant ça, après cette longue introduction, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est moi. Mais non, aussi, je peux parler. s'il te plaît, Ouais. peux-tu te présenter en quelques mots aux auditeurs? Alors moi, je m'appelle Noémie. J'ai 27 ans. Je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles et je suis photographe depuis moult et moult années. Je n'ai jamais rien fait d'autre, en fait. Donc voilà, je voyage, je fais des photos, je rencontre des gens, je suis en quête de toujours de nouvelles expériences, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais une enfant sage, mais pleine de vie. J'adorais faire toujours plein de choses, mais c'était jamais dans l'excès. Enfin, mon père est allemand, donc j'ai quand même eu une petite éducation stricte, mais stricte dans l'amour. Enfin, c'était pas du tout. Enfin, ce n'est pas un papa, voilà. Et ma mère aussi, toujours. Voilà, il faut être bien faire les choses, moins mais mieux. Enfin voilà. Et donc j'étais une enfant qui, on va dire, était dans les rails, quoi. J'ai jamais fait de grandes esclandres, j'ai jamais voilà, j'étais douée à l'école, je faisais beaucoup de sport parce que mon père est coach sportif et ancien bodybuilder, donc j'ai grandi dans le milieu du sport aussi dans ma maison. Et j'étais une enfant joviale, de bonne humeur. Fille unique? Fille unique jusqu'à mes 9 ans. Okay. Et puis, un drame est arrivé. Non, alors à l'époque, ça allait être un grand drame. Comment tu l'as introduit? J'ai eu... mon petit frère est arrivé, j'avais 9 ans. Et forcément, pas du tout. Enfin, on s'attendait pas à cette arrivée. Et donc, j'ai grandi avec un énorme décalage avec lui. Donc, en fait, on était finalement 2 enfants uniques. Parce que le temps que moi j'entre dans l'adolescence, lui était encore tout petit, donc on n'a pas vraiment partagé de choses quand on était plus jeune, mais ça s'est très fort rattrapé plus tard, aujourd'hui, il y a quelques années. Donc voilà.
Mais je peux dire que mon enfance a été plutôt une enfance de fille unique, du coup. En tout cas, quand j'étais petite, quoi. Parcours scolaire assez classique? Oui, j'étais à Saint-Hubert, à Boitsfort. Voilà, je savais que j'avais pas envie de faire de ma vie quelque chose, on va dire, qui rentre dans le classique. Donc, je savais que j'avais pas envie d'être avocate ou médecin, enfin, depuis très, 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 très jeune. Tu vois, quand t'es petite et qu'on te demande tu veux faire quoi plus tard? Et t'as toutes les filles qui disent moi, je veux être prof. Moi, j'ai envie d'être... voilà. Et moi, j'arrivais pas à répondre parce que, en fait, ce que je voyais autour de moi ne correspondait pas à ce qui, moi, m'inspirait. Mais par contre, mes parents m'ont toujours dit tu feras ce que tu veux, mais par contre, tu fais ton parcours scolaire classique. Et après, si tu veux élever des brebis dans une plaine, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais du coup, parcours hyper classique jusqu'à mes 18 ans, quoi. Et ensuite, la photo, là, est déjà dans ta vie? Oui, j'ai commencé à faire des photos, j'avais 12 ans. J'ai demandé mon premier appareil à 12 ans. Mes parents, au début, se disaient, allez, enfin, j'étais pas forcément une enfant qui demandait beaucoup de choses, mais je pense qu'à 12 ans, quand ton enfant te dit papa, maman, j'ai envie d'un appareil photo, il se disait oui, bon, on va attendre que cette lubie passe et on va voir, sauf que les mois passent. Et donc, j'ai reçu un appareil photo à mes 12 ans et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté, quoi. Donc, je faisais des photos de mes copines. Comme Pauline, j'ai écouté le podcast de P.L, ouais. Et pareil, ma cousine, enfin, ils se sont tous passés. Franchement, heureusement qu'ils étaient là parce que... Et puis après, j'ai fini du coup mes études secondaires. Et il y avait même pas de question. Genre, je savais que j'allais étudier la photo. J'ai juste eu un instant de remise en question, on va dire, où tu vois, quand tout le monde autour de toi te dit « Ah, moi, je vais faire ingénieur. Ah, moi, je vais faire machin. » Et tout, je me suis dit « Wow, 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 wow. » Et donc, il y avait une autre chose qui m'intéressait à cette époque, c'était la psycho. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais je savais que j'avais pas envie d'être psychologue, ou en tout cas pas travailler dans ce secteur-là. Et je me suis dit « Et si j'étudiais un domaine qui, en fait, pouvait m'amener un diplôme, on va dire, plus sécurisant aux yeux de notre société. » Et donc, j'ai hésité, j'ai même été m'inscrire. Et puis, en septembre, je me suis dit, en fait, bah non. Enfin, ça fait 6-7 ans que je fais la photo, donc j'ai fait la photo. Où ça? À la HELB. C'est là, les locaux, je pense, ils sont à la RTBF, à Rogier. Et donc, j'ai fait 3 ans. Tu recommandes? Je recommande. En fait, j'ai fait plusieurs... comment on appelle ça, modules? Non, enfin, j'ai d'abord été me renseigner dans plusieurs écoles d'art, de photo, parce qu'il y en a plein, en fait. Enfin, et moi, j'avais pas envie d'aller dans une école 100% artistique, parce que j'avais peur de un peu rentrer dans ce truc où, en fait, t'es plus du tout vraiment connecté à ce qui se passe. Et donc, j'avais envie d'apprendre la technique, en fait. Et donc, la HELB, elle est bien à ce niveau-là. Parce que tu apprends des choses qui sont plus... En fait, j'ai un diplôme de technicienne de l'image, on va dire. Très factuel, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et bon, j'ai clairement dirigé mes études vers quelque chose d'artistique. Mais de base, c'est une école qui, forme des gens qui travaillent en télé, des gens qui... Voilà, c'est plus... c'est pas la Cambre, quoi, en gros. Et ces projets artistiques, tout ça, ils te manquaient durant tes études? Non, parce que en gros, tu as commencé à exercer Ouais, je travaillais déjà pendant que j'étais aux études, mais c'était plutôt par rapport au projet. En fait, dans tes modules, tu pouvais choisir la direction que tu prenais, et donc si t'avais une affinité avec le studio, tu pouvais aller en option studio, par exemple. Je détestais ça et je déteste toujours le studio. Donc, moi, j'ai pris tout ce qui était le plus artistique possible. Donc, j'ai pris photographie d'auteur, etc. Et donc, je faisais beaucoup d'argentique. Et tous mes projets étaient tournés plutôt vers des projets documentaires ou, en tout cas, plus tournés vers l'art. Mais tous mes profs étaient des vrais techniciens en mode... C'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est chouette. Parce que quand on pense photo, on a toujours... Je te rejoins sur ce côté très artistique, très en décalage, très perché. Enfin, ouais, non, mais c'est ça. J'ai des parents artistes, donc je me permets de le dire. Non, mais oui, mais même moi qui suis entourée de beaucoup de personnes comme ça, je me dis, en fait, à un moment donné, il faut savoir
placer les bases et ensuite partir très très loin si tu as envie. Mais moi, j'avais un peu, et puis sans doute aussi par mon éducation et par ce que j'ai toujours connu, c'était en mode, ok, nous, on va d'abord placer des trucs, et ensuite, si tu as envie d'aller sur Mars, vas-y. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'étais dans cette école. Et j'ai aimé parce que je suis quelqu'un de plutôt scolaire. J'adore étudier, j'adore aller en cours. Enfin, jamais eu de problème avec ça. Et sans doute que j'aurais peut-être été moins à ma place dans une école trop artistique, en fait. Donc voilà. Donc j'étais l'artiste au milieu des techniciens. C'est comme ça. Et j'aurais peut-être été la technicienne au milieu des artistes dans une autre école. Ouais, tout à fait. Donc, c'est une bonne recommandation. J'ai jamais vu ça comme ça, mais c'est bien pensé. Et mine de rien, on y viendra après un peu sur le travail de photographe, mais pour moi, mine de rien, ça reste un business. Donc, oui, tu peux être artistique, mais c'est vrai que t'es trop décousu. Parfois, c'est un peu le piège d'être trop dans tous les sens, trop dans les projets. Ouais. Et il reste pas mal de contacts, pas mal de prospection, trouver des clients, tu vois. Oui, non, c'est sûr que tu dois avoir une base, en fait, qui est quand même assez terre-à-terre. Et alors, je peux pas dire qu'ailleurs, on ne l'enseigne pas, j'en sais rien. Mais de ce que j'ai pu voir et des gens que je connais qui ont été dans ce genre d'école, c'était plus compliqué, un peu plus flou, je pense, pour eux. Et rendre le business pérenne aussi, tu vois. Ils avaient un autre prisme, je pense, sur le business tout court, en fait. Ok, pour revenir un petit peu aux questions plus classiques d'Audace, que les auditrices connaissent bien. Ton rapport à l'image, il m'interpelle maintenant. D'habitude, je le pose à la fin, mais ici, tu me parles d'un papa bodybuilder. Donc, je suppose, que l'image de toi, d'être carré, d'être présentable, était importante pour toi dans ta famille? Bizarrement, non. Ok, donc l'image que lui-même avait de lui était importante? Oui, mais j'étais très jeune. En fait, c'était une phase de vie et en fait, je crois mon père, lui, ça l'a aidé à se sentir bien parce que lui en avait besoin dans sa propre vie. Mais quand je suis née, ma mère, en fait, a mis un stop à tout ça et elle s'est dit, maintenant, on a un enfant et enfin, c'était trop difficile au quotidien d'avoir un bodybuilder à la maison. Oui, c'est difficilement compatible. Voilà, et avec un enfant. Et du coup, ma mère a dit stop et ça a été tout à fait OK. Donc, j'ai pas un souvenir néfaste de cette image que lui s'est imposée, en fait, parce que c'est clairement s'imposer un style de vie hyper dur. Non, ça m'a pas marqué. Et toi, ton rapport à ton image? Il est bon. Je pense qu'on est tous toujours dans cette quête de s'aimer de plus en plus. Et je pense qu'avec l'âge, on comprend que c'est pas important, en fait, de toujours se juger. Parce qu'en fait, on se juge tous, pardon. Et donc, j'ai pas une mauvaise image de moi-même, non. Je crois que je me prends pas la tête par rapport à ça. Je trouve qu'il y a tellement de meilleures choses à faire dans ma journée que de me dire oh ça va pas et ça c'est pas ok. Et j'ai rencontré des gens dans ma vie que j'ai trouvé tellement plus belles parce qu'elles avaient confiance en elles que j'essaie juste de l'appliquer à moi, quoi. Donc est-ce que tu as une préférence de physique à shooter? Oui, bien sûr. Mais je préfère les filles, en fait, avec qui en fait j'adore travailler, que ce soit mannequin ou équipe en règle générale, avec des gens qui me parlent vraiment. Donc pas forcément juste un visage ou des cheveux ou enfin tu vois genre j'ai pas beaucoup travaillé dans le fashion, donc le high fashion, donc le truc où vraiment t'as l'agence de mannequins avec les modèles qui doivent rentrer dans certaines cases. J'ai pas beaucoup travaillé dans ces milieux-là et ça me dérange pas parce que je préfère 1000 fois passer une journée avec une modèle qui me parle de sa vie, qui fait des choses, etc., plutôt que juste un porte-manteau, on va dire. Et donc oui, mon style de modèle, c'est plus quelqu'un avec qui je connecte, quoi, en tant qu'humain. Oui, avec qui tu fites. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que moi, je fais mes meilleures images. Parce que je sais qu'il y a une connexion, en fait, il y a un échange. Autant elle que moi, que peu importe, même le client, enfin, il y a une osmose, quoi, qui se fait et voilà, j'ai été très loin de ta question par rapport à... Non, c'est super intéressant. On va revenir au début. Le lancement de ton activité en tant que photographe. Oui. Tu travailles en parallèle de tes études déjà. Là, tu commences à décrocher les contrats ou comment ça se met en place? Comment tu lances ton activité? En fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes, enfin beaucoup, pas mal de demandes vers la fin de mes études de photo, donc c'était 3 ans. Et
Et j'ai commencé un peu à flipper parce que je me disais: «Waouh, en fait, je suis encore en statut étudiant, il y a des sociétés qui me contactent, des marques et cetera». J'étais un peu, et donc je suis passée le 31 septembre du statut étudiant, 1er octobre indépendante. J'ai pas eu de sas de décompression entre les 2. Ouais. Et donc j'ai direct commencé à travailler, donc 1er octobre 2018. Waouh! Et j'ai adoré ça. Enfin, j'étais là: «Waouh!» enfin, tout, enfin. Pas du tout de syndrome de l'imposteur? Non, parce que ça s'est fait en douceur, je Mmh. pense. Je me suis pas réveillée un matin en me disant: «OK, Oui. je suis photographe». Oui. Et je pense que c'est, quelque chose qu'on a encore aujourd'hui. Enfin, j'ai des discussions avec mes amis où je me dis: «Oui, est-ce que je suis vraiment légitime de faire ça? Je sais pas». Même encore aujourd'hui, tu vois? Le fait de parler avec toi, genre, est-ce que Je t'assure que tu es légitime. mais non, mais Plus que ça. non, mais je pense qu'on a tous Oui, ça, tu je vois? On a comprends. tous, et d'ailleurs, c'est même, je trouve, attendrissant finalement de pouvoir dire à quelqu'un: «Mais non, enfin, ça va». Je crois qu'on est tous des grands enfants, et du coup, oui, j'ai commencé à travailler, immédiatement. J'ai pas eu d'entre-deux, j'ai pas et parce que c'était évident, en fait. Je voyais pas autre chose. Comment tu as trouvé tes premiers clients? C'est marrant, ma première cliente, elle s'appelle Gaëlle. Et c'est une petite boutique, elle tient une petite boutique à Rosières. Et c'était une des meilleures amies de ma maman qui avait vu un post Facebook en mode recherche photographe pour la boutique 1 fois par semaine, tu vois? Pour faire des photos. Enfin, c'était le tout début de l'e-commerce, on va dire. Mmh. Enfin, tu vois, les gens avant, clairement, enfin 2018, c'était, et hem et du coup, j'y suis allée, un peu penaud comme ça, je savais pas trop, ce que je faisais. Et on était, je crois, 6 photographes ce jour-là, parce que du coup la fille, ah oui, non mais Gaia, elle avait pas vu les choses à moitié. Elle s'est dit: «Moi, je vais me faire shooter par 6 personnes et je vais choisir là au milieu la personne qui me Même plaît». dans un mariage, on fait pas ça. À fond, à fond, et c'était super drôle. Et mais j'ai trouvé ça chouette parce que finalement on a pu, enfin, voir qui connectait le plus facilement, et donc en fait, ça a pu hyper vite matcher, et donc j'ai travaillé avec elle pendant très, très, très longtemps. J'y allais, 1-2 fois par semaine. J'avais pas encore mon permis à ce moment-là, donc mes grands-parents qui m'amenaient. Enfin, vraiment, c'était un truc genre un peu le parcours de: «OK, waouh, quelqu'un me paye pour faire des photos. Les gars, tout le monde s'y met!» genre C'est vraiment, trop c'était, chou. ouais, c'était vraiment mignon. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien, familial à ce moment-là. C'était là: «Vas-y, vas-y, vas-y». Oh. Et donc c'était ma première cliente, et encore aujourd'hui, parfois, je vais les voir et je shoot, pour, le même tarif qu'à l'époque, parce qu'en fait, c'est un truc, Du cœur. qui, ouais, c'est du cœur. C'est, Mmh. beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, et ça me fait plaisir, quoi. Donc tu shootes des capsules de vêtements? Ouais, Donc lifestyle, enfin, c'est vraiment pour ouais, mettre c'est en ça. C'est pour, en gros, oui, c'est de l'e-shop, quoi. Donc en gros, ce qu'il y a dans sa boutique, elle le met, sur Facebook, et puis tu as des mamans du BOE qui achètent, les petits pulls. Voilà. Voilà trop comment bien, ça a trop bien. commencé, en Et gros. puis quoi, finalement, ça s'est accumulé petit à petit, bouche Ouais. à oreille, en fait? Instagram aussi, beaucoup, Mmh. forcément. Et bouche à oreille, les mariages ont enchaîné, Oui, quand et est-ce que tu as ainsi de commencé les suite. premiers mariages? Mon premier mariage, je l'ai fait, je crois que c'était été 2018 aussi, donc Ah un oui, peu, ça va même, vite, quoi. ouais, été 2018. Et en fait, j'étais, 2e photographe pour quelqu'un, parce qu'il y avait trop de gens à ce mariage, et donc ils avaient un peu peur. Et donc j'ai accompagné, c'était, en Espagne, Bien. donc déjà, enfin, trop gai. Et puis ainsi de suite, ça c'est, enfin, ouais, le mariage, c'est que ça, de toute façon. C'est du bouche à oreille, Oui, c'est uniquement. bouche à oreille, c'est Ouais, ça. Puis c'est t'as fait ça. 1, 2, 3. C'est quelque chose qui te plaît, shooter les mariages? J'adore. Ouais, tu as un compte Instagram mariage, c'est canon. C'est Je vraiment canon. l'alimente pas du tout, mais merci. Ouais, mais on en parlait avec Pauline aussi, c'est dur pour vous d'alimenter, de rester à jour, vous faites tellement de clichés. Ouais, Parfois alimenter vos propres réseaux, ouais, ça c'est demande un aussi du temps, peu, quoi. ouais, c'est immense, et je pense que, enfin, que ce soit Pauline ou Estelle, enfin, en Mmh. fait, toutes et tous, je pense qu'on a une banque d'images qui est tellement énorme que parfois on voit ça, on se dit: bah, je poste pas». Du Mmh. coup, parce que c'est, ouais, ouais, c'est énorme. Et le mariage, comme c'est quelque chose qui fonctionne plus en bouche à oreille qu'en ligne, en tout cas pour ma part, que je trouve pas trop d'intérêt à prendre du temps dans ma journée pour poster, mais il faudrait, parce que c'est vrai que enfin, il pourrait toujours y avoir une personne qui tombe dessus et qui dit: «Oh, j'adore», Mmh. et ainsi de suite. Mais oui, j'adore le mariage. J'adore ça. Pourquoi? Ça représente quoi pour toi? Hem, Moi, ça me remplit de voir des gens heureux, mais vraiment. J'ai, enfin, je sais pas si tout le monde ressent ça, j'espère, mais je
cette sensation où en fait tu assistes à des scènes d'amour pur, parce qu'en fait finalement un mariage c'est que ça, c'est comme un accouchement ou des choses, enfin c'est des moments de vie qui sont connotés positifs, et le fait de pouvoir voir ça du début à la fin, c'est juste, enfin pour moi c'est incroyable. Je suis là comme ça, on me pop là au milieu, je connais personne. Et je suis là, bonjour tout le monde, je vais passer donc toute ma journée avec vous et je vais photographier le meilleur jour de votre vie. J'adore. Et en plus, être payé pour ça, incroyable. Enfin, c'est best job, quoi. Donc, ouais. C'est quoi les défis du job de photographe ? On est très seul. Mais on s'entoure, on essaye. Pauline m'a contactée à plusieurs années dans ce move de rassemblement et j'ai trouvé ça génial. Et donc on se rassemble parce que c'est vrai que dans notre quotidien on n'a pas l'opportunité de le faire, on est tous à droite à gauche, en plus je voyage donc franchement ça n'arrange pas les choses. Donc ouais, je pense que c'est ça le plus gros challenge, c'est bien s'entourer pour pouvoir avancer dans les bonnes directions et ne pas se renfermer dans son truc job, edit, maison. En gros c'est pas maison, métro, boulot, dodo, c'est edit, shoot, maison, enfin tu vois. Donc ouais. Il y a la compétition entre vous ? Non, pas à mes yeux. Mais je pense que c'est propre à Bruxelles. Et je suis contente de pouvoir, à force de voyager, je vois comment ça se passe ailleurs. Ah ouais. Et je trouve qu'on a cette chance ici, en tout cas dans mon milieu, je sais pas dans quel autre secteur, mais en photo, j'ai cette sensation et je l'espère qu'on est tous... on se renvoie la balle, quoi. On essaye de s'entraider, pas de raison, il y a assez de travail pour moi. Et il n'y a pas de raison de se tirer dedans. Donc oui, il y a de la compétition parce que forcément, il y a des photographes très doués, mais on fait tous quelque chose de différent au final. Vous vous accordez pour les prix ? Comment tu justifies ton prix ? Je le justifie... je parle pas beaucoup de ça avec mes collègues, on va dire. Mais je vois de loin, je regarde un peu ce qui se passe. Mais je me cale pas forcément parce que je me dis juste, en fait, on a tous des vies différentes. On a tous des aspirations différentes. Et on s'estime tous différents aussi par rapport au niveau qu'on a. Voilà, il y en a qui... Enfin, on commence tous à des prix qui aujourd'hui nous paraissent débiles. Dérisoires, ouais. Voilà. Et il y en a qui évoluent, il y en a qui d'autres pas. Mais au niveau tarif, c'est pas quelque chose qui vient en premier pour moi. Je pense que quand tu as envie, que ce que tu disais au début... Moi, je mets beaucoup enfin, ça ne me dérange absolument pas de mettre de l'argent dans l'image, dans les souvenirs. Ouais. C'est ce qui moi, reste. c'est de l'art, je suis désolée, mais pour moi, c'est de l'art, tu vois. Et investir dans l'art, pour moi, j'ai aucun souci à ça. Ouais, c'est de l'art et je pense qu'on ne remet pas en question le prix d'un tableau. Donc bon, si t'aimes que ce soit un artiste, peu importe ce qu'est l'art, finalement. C'est quelque chose que nous-mêmes aussi, on doit apprendre à faire. Et j'ai encore ces discussions aujourd'hui parce que c'est pas facile de se vendre. De se valoriser. C'est pas facile de se valoriser. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le bon entourage. Les gens qui te valorisent et qui te font prendre confiance en toi, qui te disent que ce que tu fais, c'est bien, que en fait, ça a de la valeur. Et c'est aussi... tristement comme ça aussi que tu peux plonger, parce que si toi t'as pas la force de te porter et que ton entourage ne le fait pas non plus et que en fait tu touches le fond à un moment donné et tu te dis bon bah je fais des photos mais c'est pas exceptionnel. Donc ouais. Tu vends tes pièces ? Je les vends, ouais. J'ai une tonne d'images chez moi imprimées que j'ai fait imprimer il y a des années pour des expositions. Je comptais les mettre en ligne là au printemps. Mais oui, je vends. Ouais. De toute façon, je mettrai toutes tes infos en barre de description si jamais les gens veulent regarder ou acheter. Avec plaisir. C'est une belle pièce à se procurer, je trouve, ou même à offrir. Pour revenir sur ton parcours pro, est-ce que tu aurais un conseil ou une recommandation à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier de photographe ? Une recommandation. Pour moi, la photo, ou peu importe quel métier artistique, il faut vivre que de ça tout le temps. Enfin, c'est quelque chose, ça doit pas être une corvée en fait. Donc à partir du moment où tu dois faire l'effort d'aller faire des images, c'est que déjà c'est pas... ou l'effort d'écrire une chanson, ou l'effort de
peu importe en fait, un métier artistique, un métier passion, ça doit pas te coûter, ça doit te remplir. Donc pour moi, la première chose à répondre comme question, c'est est-ce que ça te remplit de faire ça? Et après vient l'argent. Donc quand tu te lances dans l'image, on est beaucoup, et je pense comme dans n'importe quel secteur, et faire, voir si ça te remplit. Ne pas gagner d'argent, c'est pas grave au début, il faut en fait, c'est comme n'importe quoi, tu fais ta patte, tu fais ton œil, tu testes, tu vois ce qui te plaît, et puis si c'est pas la photo, c'est peut-être la vidéo, si c'est pas la vidéo, c'est peut-être la couture, j'en sais rien, mais quelque chose où tu te lèves le matin et tu te dis: «Yes, trop bien, genre là, une nouvelle journée, on va faire quelque chose que j'aime». Donc ouais. Dans la même idée, par exemple, est-ce que tu leur conseillerais de partir sur des collabs, de proposer tes services? Parce que shooter, parfois, il y a la nature morte, mais si tu veux avoir shooté par exemple un mannequin, est-ce que tu lancerais dire, j'y vais au culot, j'y vais à l'audace, je dis sur mes réseaux, ok, j'ai envie de shooter aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est C'est in, ça, quoi, c'est on y que va. ça, parce que dans l'image, à part si tu fais du street art, enfin du street photographie, t'as besoin des autres. T'as besoin, si t'as envie d'aller plus loin, de make-up, de tout ce qui est hair, etc. Donc oui, il faut envoyer des messages, il faut contacter, il faut essayer de faire des collabs, il faut, en fait, il faut se créer un book, mais de nouveau, ça dépend juste du secteur dans lequel tu veux évoluer. Si tu veux pas faire de la fashion, non, tu vas pas faire des collabs avec des modèles, mais moi, c'est ce que j'ai fait, ouais. Au début, tu t'as fait? Oui, je l'ai fait. OK. J'ai travaillé, enfin, j'ai shooté, Jenna Page, j'ai fait des collabs, j'ai beaucoup travaillé avec Lima aussi, enfin voilà, donc j'ai baigné dans le monde de l'influence pendant plusieurs temps, mais tout ça, de base, a été lancé par des collabs, uniquement. Donc ouais, c'est comme ça que ça marche, ouais. Qu'est-ce que tu penses du monde de l'influence? Je trouve que c'est intéressant parce que ça englobe tellement de choses, enfin c'est à elle seule, elle représente, finalement, tout ce qui est la publicité d'avant, quoi. Enfin, elles ont un job, quand même, enfin, moi, ça m'intéresse, mais je le regarde un peu plus loin aujourd'hui. Parce que je me suis un peu éloignée de tout ça, mais je trouve ça génial. Je trouve qu'elles font un job de dingue parce qu'on se rend pas compte, ce que c'est, tant qu'on l'a pas vu, tant qu'on l'a pas vécu avec elles, ou en tout cas, en ext enfin, moi, je crois que j'ai pris des images de Lima pendant peut-être 2-3 ans. Moi, j'ai adoré les images d'elle enceinte. Oui, voilà, J'ai enfin, adoré. j'ai quand même suivi Lima pendant plusieurs, années, et c'était génial. C'était une période, enfin, c'était le début, quoi. C'était chouette, et donc oui, j'ai pu voir ce que c'était, et c'est un job, quoi. C'est pas une blague, et donc oui, je trouve ça intéressant. Je pourrais pas le faire, mais je trouve ça cool de pouvoir, vivre de ça, mais faut pas le minimiser, quoi. Ouais, c'est du taf. On dit que quand on veut, on peut. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se rejoint un peu, mais Ouais. Ah, je suis hyper d'accord. rien n'est impossible. Non, rien du tout. Rien du tout. À partir du moment où c'est clair dans ta tête, pour moi, il y a rien qui est impossible. Il faut se donner les moyens. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Au plus, ton inspiration est grande, au plus, les moyens sont grands. Mais pour moi, il y a pas non. Et si c'est pas ça que t'atteindras toujours quelque chose d'incroyable. En chemin, quoi. Ça t'amènera toujours quelque part. Ouais. Peu importe. Donc ouais, si on veut, on peut. Est-ce que le matériel tient une place importante pour vous dans le monde du photographe, enfin dans le monde de la photographie? Est-ce que le matériel, le dernier objectif, le dernier gadget à la mode, vous êtes tous un peu geeks, non? Les photographes, Je pense que moi, pas vidéastes. non, pas du tout. Toi pas, je crois que Non, t'es la mais seule. ouais, je déteste ça. Genre vraiment, si je pouvais enfin, en fait, c'est pas si je pouvais, c'est clairement, je mets ça, mais très loin de ma personne, et mais je comprends qu'il faille l'être, mais je suis une très mauvaise élève à ce niveau-là. Donc quoi, toi, t'as quoi? T'as un boîtier, 2 boîtiers, quelques objectifs et that's it? That's it. Ouais, en fait, j'ai 2 boîtiers aujourd'hui parce que, il y a 2 ans, mon boîtier m'a lâché en plein shoot et j'en avais pas un deuxième, donc j'étais là: «Hein?» Heureusement que le vidéaste était là pour me filer, son boîtier à lui, et donc j'ai fini de shooter avec le sien. Donc c'était plus par sécurité. Mais ouais, non, je shoote, donc chez Fujifilm depuis, toujours. Là, ils ont eu un boom ces derniers temps, mais je crois que j'ai acheté mon premier Fuji, j'avais 18 ans, donc ça fait quasi 10 ans. Pourquoi t'es partie chez Fuji?
De base, je partais pour acheter un Canon comme le commun des mortels. Ouais. Mais le vendeur m'a regardé comme ça, il m'a dit « Mais vous, mademoiselle, vous faites un événement avec un Canon sur le dos, vous avez plus de dos dans 10 ans. Hein. » Je fais « Ah, ouais ». Et il dit « Il faut quand même acheter du matériel en fonction de votre carrure. » Je dis « D'accord. » Et du coup, il m'a parlé de Fuji. Et Fuji, à l'époque, n'était pas du tout connu. Enfin, à part pour leur pellicule argentique et tout ce domaine-là, ils n'étaient pas du tout connus dans le monde du numérique. Et donc, il m'a montré ces trucs. J'ai fait « C'est quoi ça ?» On aurait dit des jouets. Enfin, c'est tellement petit que... Enfin, aujourd'hui, ça paraît normal. Mais non, c'est tout ce qu'on recherche. Hein. Il y a 10 ans... hybride, Ouais. Mais il y a 10 ans, c'était complètement l'inverse. C'était les gros Canon, les 5D avec les objets. Enfin, en fait, il fallait être vu, quoi. Ouais. Et moi, j'avais ça aussi. Après 3 ans d'école en Canon, j'étais là, ouais, moi, je veux un Canon. Tout. Et heureusement que ce petit monsieur était là pour me freiner. Conseil, ouais. Et pour me dire, non, réfléchissez-y. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai fait des recherches et en effet, j'étais là, ouais, c'est pas mal quand même. Nanana. Donc, j'ai acheté mon premier Fuji il y a 10 ans. Ça va tellement bien, je trouve, cette marque. Ouais, enfin, tu vois, que tu sois nomade comme ça... Ouais. En fait, ça a vraiment été un des meilleurs conseils que j'ai pu recevoir parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est tellement d'argent, en tout cas à l'époque pour moi, que tu peux pas te permettre d'acheter du matériel tous les 6 matins en mode « Oh, tiens, aujourd'hui, je vais chez Nikon. » Donc, heureusement que j'ai commencé à acheter mon matériel là-dedans et aujourd'hui, ça me correspond à fond. Et en tout cas, pour ce que je fais, j'ai pas besoin de plus. Voilà, je placarde pas des posters dans Times Square. Donc, Oui, parce que c'est au niveau de la qualité des pixels, etc. Ouais, c'est ça. Toi, tu peux nous dire tes objectifs ou Oui, bien secret sûr. pro? Non, pas du tout. Je shoot principalement en 50. Je suis tout le temps en 50, 50 1.4. C'est tout le temps dessus, tout le temps sur mon appareil. Et j'ai un 24-70 aussi pour des shoots un peu plus lifestyle dans la rue ou quoi, si on doit aller un peu vite. Et Tamron ou Fuji aussi? Fuji. Tout Fuji. Et j'ai aussi un 85 pour les mariages, de temps en temps. Mais un mariage, je le fais en 50 et 85, c'est tout. Ok. Il n'y a rien de plus. Direct. Ouais. Je suis pas du tout... c'est vrai qu'au niveau matos, je suis très loin d'être la photographe matérialiste qui achète et qui... Après, je trouve ça cool parce que du coup, forcément, il y a des photographes qui font des trucs de dingue. Hein. Au plus, t'es équipé. Voilà, c'est ça. Mais pour ce que moi j'aime et ce qui me permet de m'exprimer, c'est largement suffisant. Donc, ouais. Ouais, less is more. Exactement, less is more. Ouais. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu d'un événement qui t'est arrivé. Et on en avait parlé lors de mon shooting. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui soit facile à en parler, mais t'avais la volonté un peu de que ce soit plus tabou. Donc, oui, tu as perdu ta maman. Oui. Et dans les circonstances particulières, je vais te laisser te l'expliquer comme bon te semble avec tes mots. Donc, j'ai pas envie de changer d'interpréter. Bah oui, tout à fait. Je pense. Donc oui, j'ai perdu ma maman il y a 2 ans. Après 4 ans de combat contre le cancer. Et Cancer du sein? C'est parti d'un cancer du sein. Elle a été guérie, enfin voilà, ablation. Et puis ensuite, forcément après un cancer, t'es suivi par ton médecin, etc. Et il y a eu un retour du cancer, je pense 1 an et demi après. Et là, c'était le col de l'utérus. Et puis, une fois que le col de l'utérus était guéri, c'est arrivé au foie. Donc là, c'était juste c'était pas possible. Donc, elle en a enchaîné 3 en 4 ans. Et le 3e a eu raison d'elle, malheureusement. Ouais, période difficile, forcément. Donc moi, j'avais 25 ans quand elle est décédée. Et mon petit frère, du coup, 15 ans, 16 ans. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça me fait du bien d'en parler parce que je sais que je suis loin d'être la seule. Et c'est ça qui me fait le plus de mal, c'est que ces gens pensent qu'ils sont seuls. Et moi, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps aussi, parce que pendant qu'elle suivait ses chimiothérapies, ses radiothérapies, etc., moi, j'étais là, je l'aidais. J'ai arrêté de travailler pendant 1 an pour pouvoir l'aider, donc en 2022. Et
Et je pensais sincèrement à ce moment-là que j'étais la seule à avoir ça qui m'arrivait, quoi. Et j'en parlais pas autour de moi parce que ma mère, c'était sa volonté. Elle avait pas envie qu'on ait pitié d'elle. Donc, quasi personne autour de nous était au courant. Donc moi, je respectais ça. Mon père le respectait, mon frère aussi. Et donc, on était très, en fait, finalement, dans notre bulle. Euh, et je comprenais pas pourquoi nous. Enfin, on a toujours l'impression que c'est les autres, quoi. Jusqu'à ce que ça t'arrive. Parce que finalement, nous, on était une famille très classique, tu vois. Les parents qui s'aiment depuis toujours. Moi, mes parents, enfin, j'ai pas des parents divorcés. Enfin, c'est un peu la famille, voilà, avec 2 enfants, tout va bien. Tu te dis jamais que ça va t'arriver. Et en fait, quand elle est décédée, là, j'ai fait un post. Oui. J'ai annoncé juste, voilà, son décès parce que j'avais besoin, en fait, de l'exprimer en ligne. Pas parce que j'avais envie d'étaler ma vie, mais juste, je sais pas, à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de peut-être justifier le fait aussi que, sans doute, ma vision du monde allait changer, que du coup, ma photo allait changer, que plein de choses changeraient, en fait. Et donc, j'ai posté ces images et j'ai reçu tellement, 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 tellement de messages. Mais tellement de messages. Je me suis dit: «Wow, c'est pas normal». Des gens que je connaissais pas, des gens que je connaissais, des gens qui avaient fait des études avec moi, des gens qui étaient en humanité avec moi. Enfin, je me disais: «What? Mais comment ça?» Enfin, et en fait, d'un coup, j'avais une perspective énorme sur, en fait, des gens qui avaient vécu la même chose. Alors que moi, pendant 4 ans, j'étais en train de me dire: «Mais c'est pas possible. Pourquoi ma famille? Pourquoi ma mère, quoi?» Et donc c'est pour ça que, j'ai aucun tabou à en parler. C'est pas parce que c'est pas douloureux, mais parce que je pense que ça peut en aider tellement d'autres qui, aujourd'hui, le vivent ou qui le vivront peut-être, je l'espère, enfin, je le souhaite à personne, évidemment. Mais je pense que ça aide, ouais. Ça aide de sentir moins seule. Ouais, moi j'ai été hyper touchée par ces posts, je me souviens bien. Et puis un peu les langues sont déliées, tu vois? Tu as commencé à poster régulièrement, à parler de ton deuil, à célébrer, les anniversaires, de ta maman, voilà, et des moments plus difficiles où tu pensais toujours à elle, tu vois? Ouais. Et je pense que on est tous touchés par le décès d'un être cher. Et puis comment on se construit, comment tu vis un petit peu ce drame, post ce drame, comment tu... Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une maman très forte. Donc jusqu'au bout, c'était un peu la loi du, «Tout va bien. On va pas se morfondre». Heu et comme je voyais ça, alors que c'était elle qui souffrait. Alors on minimise énormément l'impact psychologique sur les proches, mais finalement c'était elle qui souffrait. Donc je pouvais pas, moi, me plaindre et être pas bien alors qu'elle-même, en fait, était Se en train de battait, mourir, quoi. ouais. Enfin, Ouais. et donc j'étais là: «Waouh, waouh, waouh». Et donc je pense que la chance que j'ai eue dans le deuil que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai vu, en fait, le processus, de la maladie toucher quelqu'un, enfin la personne que j'aimais le plus au monde, et en plus quelqu'un de très fort. Je me suis dit: «OK, je peux pas me laisser abattre alors qu'elle se laisse pas abattre. C'est pas possible». Et donc ça m'a donné encore plus envie de vivre, plus envie de profiter de chaque moment. Et c'est pour moi une chance parce que je pense que c'est l'un ou l'autre. Soit ça t'abat complètement, et ce que je comprends, soit ça te donne une envie, mais de plus, quoi. De te dire, «Moi je vis, je suis en bonne santé, j'ai, des gens qui m'aiment, c'est parti». Et donc le deuil, je pense que le deuil, il est pendant toute une vie. C'est pas quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain. Mais je sais que quand je suis pas bien, quand je suis triste, quand je me dis, un peu comme une enfant, «Et elle aurait dit quoi? Elle m'aurait dit quoi?» Enfin un peu tu vois, ma maman. Hem, je sais que dans ces moments-là, elle me regarde et elle me dit, «Allez, c'est bon, hein». Tu vois? Ce truc, un peu, coup de pied au cul, quoi. «Oh non, bichette». Et j'ai juste envie de, la rendre fière. Et je peux c'est pas m'oublier d'avancer, mais c'est justement de lui rendre hommage d'avancer. Et c'est exactement ce que mon frère fait et c'est ce que mon père fait. Et aujourd'hui, je suis fière, de mon petit frère parce que, moi, j'étais déjà, on va dire,
adulte quand c'est arrivé. Lui, il a grandi avec ça, il s'est formé avec ça, et aujourd'hui, quand je vois il a 18 ans, quoi, je me dis, waouh. Et donc, c'est une leçon de vie qu'on n'a pas demandé, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai tout, enfin, j'ai vu, quoi. Et je me sens tellement bien aujourd'hui d'avoir eu la malchance de vivre ça. Ça m'a apporté tellement, tellement. Et on dit que le deuil, c'est difficile parce que c'est en fait de l'amour que tu ne peux pas donner. C'est de l'amour qui va nulle part, en fait. C'est une personne en moins à qui tu peux pas donner ça. Et c'est ça qui est difficile. Et mais on avance. Et je sais que là, elle est là derrière, elle fait ouais, bien. Ouais. Comment tu fais pour te ressourcer? Qu'est-ce qui te fait du bien? Ce qui me fait du bien, c'est voir des gens que j'aime. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire de base. J'aime bien les temps calmes. Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup en groupe. Donc j'ai des amis, mais des amis une personne. J'ai pas de groupe. Donc ce qui me ressource, c'est voir des gens que j'aime seul à seul, quoi. Échanger, partager des bons moments, des souvenirs. C'est ça qui me fait du bien. Voir ma famille, mes grands-parents, etc. T'as un petit moment pour toi dans la journée? Toujours. Je sais pas, une habitude régulière qui revient, à laquelle tu tiens? J'adore mon café du matin. Je buvais pas de café avant, mais j'ai commencé quand je suis arrivée à Bali. Et c'est quelque chose qui me fait du bien. Genre, c'est pas de la caféine dont j'ai besoin, c'est plus le moment. Et donc, quand je vois quelqu'un, on va boire un café, c'est cet espace un peu cosy, convivial, où on se sent, ouais. Donc, pour moi, ouais, c'est ce qui tourne autour du café que vraiment le café. Voilà. T'es team café ou team matcha? Plus team café, mais je dois admettre que c'est vraiment bon, le matcha. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'adore. Matcha au coco, c'est un top of the list. Donc, et puis j'ai un copain à Bali qui produit du matcha. Et donc, un jour, il m'a dit, bon, allez, Noémie, c'est bon, toi et tes lattés, tu vas venir goûter mon matcha. Et j'ai dit, ok, j'avoue. Donc, ouais, je dirais les deux. Ok. Comment t'équilibres vie pro, vie perso? J'ai aucun équilibre à ce niveau-là, j'avoue. Efficace. Zéro. Non, en fait, je vogue un peu en fonction de ce que j'ai besoin. Si à 23h, je pète un plomb et je me dis là, j'ai envie de travailler, je suis inspirée, enfin, je fais quoi. Je me pose pas de questions, et à l'inverse, si un lundi matin, j'ai pas envie de bosser parce que j'ai du temps devant moi, bah, je vais me balader, quoi. C'est plus du ressenti, ce que j'ai besoin à ce moment-là. J'apprends à m'écouter. Et donc, vie pro, vie privée, complètement entremêlée, quoi. Complètement, et j'adore ça. Je voudrais pas autre chose. Je ne pourrais pas rentrer chez moi et me dire, ok, là, l'ordi, il est dégagé. Je vis avec, je compose avec, et j'adore. Et le dimanche, au marché, quand je me balade, je me dis, mais si on ferait pas ça? Donc, ouais. Ouais. 1000 idées à la minute. Ouais. Comment tu gardes ta motivation ou ta créativité? Je voyage. Ouais, c'est ça, un Ouais. voyage. Ça, c'est ma manière à moi de continuer à m'inspirer, à rencontrer du monde, en tant que photographe et en tant que personne, quoi. Donc tu te bloques sur ton calendrier des plages où tu sais que tu pars à l'étranger. Tu t'obliges parce que ça doit être dur de te refuser un contrat, par exemple, parce que... Oui, c'est vrai. En fait, après ma première année de photo, j'ai vécu une sorte de burn-out. C'était pas un burn-out parce que je sais que c'est une maladie médicalement actée, mais voilà, j'ai fini à l'hôpital. Un trop-plein, quoi. Ouais, j'ai fini à l'hôpital, j'étais très très mal physiquement, etc. Parce que je faisais tellement ce que j'aimais que je suis tombée malade. Enfin, j'étais surmenée, on va dire. Et le médecin, à ce moment-là, m'a dit... je reviendrai à ta question juste après, mais je bifurque. Le médecin, à ce moment-là, m'a dit... Donc, j'avais 21 ans. Et il m'a dit, mademoiselle, il faut que vous travailliez moins. Je dis, mais ça va pas du tout. Enfin, j'ai 21 ans, j'adore ce que je fais. C'est quoi cette histoire? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voyager. Parce que du coup, je me suis dit, ok, du coup, je vais prendre des vacances. Donc, je suis partie à Bali. Sans ton appareil?
avec mon appareil photo. Mais donc, je suis partie à Bali et c'est à ce moment-là que l'ouverture au monde et à d'autres manières de vivre un quotidien s'est présentée à moi. Et ça m'a changée, quoi. Je me suis dit: «OK», et donc à ce moment-là, je voyais bien que en Belgique, en hiver, je travaillais, mais je faisais moins ce que j'aimais. C'était plus du boulot travail, alimentaire oui, ou c'est ça, voilà, exactement. C'était de l'alimentaire, c'était clairement pour, passer les mois d'hiver et travailler, quoi, comme tout le monde. Et je pense que la dépression saisonnière, c'est pas un mythe et j'en étais clairement, victime. Et quand j'ai découvert que finalement, pendant mes mois creux, donc en dehors des mariages, je pouvais voyager, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc j'ai fait des allers-retours avec Bali. Je suis restée coincée avec le Covid, donc je suis restée bien plus longtemps que prévu, et cetera. J'ai fait mon confinement là-bas et donc là, aujourd'hui, ces 6 années de voyage in, out, où je passais des mois et des mois à l'étranger, ils se transforment doucement en fait dans le j'ai la volonté de déménager, quoi. J'adore Bruxelles, ça restera toujours mon endroit, mais là, je voyage plus pour trouver un prochain pied-à-terre que juste pour voyager, par plaisir. Oui, la quête est Et différente. différente, ouais, c'est Parce ça. que ces voyages, les rythmes de vie, comme tu dis, impactent ta vie. Toi, au jour le jour, ton quotidien, c'est quoi? Une journée type? Bon, tu vas me dire, il y a pas de journée type, j'entends. Non. Mais quel est ton rythme qui te convient, qui te plaît? J'adore mes étés parce qu'ils sont ultra remplis. Je bosse, tous les jours, j'ai des mariages, j'ai des shoots, donc j'adore cette espèce d'équilibre entre mon été qui est ultra intense et l'hiver où en fait je peux un peu ouvrir le champ des possibles et me dire: «J'ai envie d'aller où?» Bon, forcément la plupart du temps c'est Bali parce que je connais, j'ai une maison, et cetera, mais je j'ai plutôt des mois types que des journées types. Parce qu'en fait, il y a une telle différence entre, mes hivers et mes étés, pour l'instant en tout cas, que, ouais, c'est plus ça, quoi. Donc Oui, un peu en cette été, contradiction, c'est high ouais, là, intense et il y a puis pas slow de life, de ouais, l'hiver c'est où ça, tu voilà. recharges les batteries et Voilà, j'édite ce qu'il y a à éditer, déjà de 1, ça prend déjà plusieurs mois et puis je redeviens un peu, une fille, qui vit dans la nature, quoi. Enfin, à Bali, je suis pas du tout la même personne qu'ici, en tout cas. Et donc ça me fait du bien de retourner, dans un espace où, je peux marcher pieds nus, enfin voilà, je suis très différente. Donc je recharge. 3 petites questions. Quelle est ta relation avec ton image? On en a parlé brièvement, la nourriture et l'argent. La nourriture, j'ai eu, un problème lié à ça quand j'étais un peu plus jeune parce que je faisais énormément de sport. Ouais. Et puis mon père en faisait énormément aussi, donc je faisais, 12-15 heures de sport par Ah semaine oui, c'est quand intense. j'étais jeune. Je faisais de la GRS et j'adorais Exigeante. ça, Ouais. j'adorais ça. Vraiment, j'avais des potes incroyables, enfin j'adorais la GRS. Sauf que c'est un sport qui demande quand même pas mal d'implication physique, et donc à partir du moment où tu travailles, à partir du moment où, voilà, tu changes un peu ton prisme sur, tes activités, je pouvais pas avoir le même niveau, donc j'ai commencé à m'en faire, et cetera. Sauf que je mangeais toujours autant. Sauf que quand tu manges la même quantité, quand tu fais 15 heures de sport et quand t'en fais 0, forcément, à un moment donné, l'équilibre n'y est plus. Et donc j'ai pris un peu de poids à un moment donné et c'était pile poil au moment où ma mère est tombée malade. Et donc j'ai trouvé, sans me rendre compte à l'époque, dans la nourriture un peu un moyen de me sentir bien. De réconfort. Du réconfort. Et donc là, quand je regarde ces photos, c'était pas catastrophique, hein, j'ai pas été en surpoids, mais je me sentais pas bien dans ma tête et donc forcément ça se reflétait, dans mon corps. Donc mais aujourd'hui, j'adore manger. J'adore ça, je me prive pas, hem et heu et vive la bouffe, quoi. L'argent. Et l'argent, j'ai pas de problème avec, à parler d'argent. Pas du tout même. C'est un truc, Et toi, ton rapport à l'argent, tu es pas une, je sais pas, je suis pas une dépensière à dépensière. outrance? Non, pas du tout. En fait, je pense que j'ai pas de problème à parler de ça parce que je suis pas une Ouais, dépensière. parce que tu as une relation saine avec. Voilà, je suis, pas du tout matérialiste. Parfois, je retrouve des photos de moi d'il y a genre 6 ans et j'ai le même jean, je suis là: «No, tu Ah abuses». ouais? Ouais, ouais. Même niveau fringues, Fringues, enfin tout. Vraiment, j'ai pas besoin. Et donc je pense que c'est, comme je suis très loin de ce matérialisme, on va dire plutôt général de la société de consommation classique, moi le fait de dire,
d'être radine ou paradine ou dépensière ou pas. En fait, j'en parle pas parce que juste, je pense, oui, c'est sain. Et je prône et j'essaye de vivre une vie plutôt minimaliste. Et c'est hyper important pour moi de garder ça en ligne de mire parce que pour moi, le bonheur ne réside absolument pas dans des objets. Si demain tu te fais choisir entre tes enfants et tes fringues, enfin en fait la question voilà. Dis-toi justement, depuis que je suis devenue maman, j'achète quasiment plus rien. Voilà, c'est fou. Hein. Ouais, mais ouais, oui. Enfin, je sais pas, c'est lié en soi. J'ai jamais analysé le truc, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins besoin de remplir. Oui, parce qu'en fait on nous apprend, c'est ça, on nous apprend à se remplir par des choses, quoi. Et le sentiment de satisfaction qu'on ressent à l'achat d'un objet pendant 1 heure, il se dissipe tellement vite. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'achète très rarement des choses. Et donc, je mets ma thune dans des voyages, clairement. Et dans les gens que j'aime. J'offre des cadeaux, enfin des cadeaux, des moments, plus que des cadeaux, des moments café. J'offre des cafés. Mais voilà. Donc, non, pas de problème avec ça. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui te touche particulièrement ? Oui. C'est une phrase que j'ai lue juste après le décès de ma mère, qui m'a énormément aidée dans mon processus de guérison. Et ça disait au plus la tristesse creusera votre âme, au plus elle pourra contenir de joie. Et ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit, ouais, ok, c'est vrai. J'ai tellement été profond, ça a tellement été dur, mais maintenant, allez-y, quoi. Donnez-moi du soleil, donnez-moi du positif, etc. Et ça m'a fait du bien. Donc, ouais, c'est un peu une phrase, je trouve, qui doit être entendue à toutes les personnes qui souffrent de quelconque manière. Un jour, ça change, quoi. T'as une application indispensable pour toi, dans ton quotidien ? WhatsApp. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Tu peux envoyer des voices à tes potes. En plus, j'avoue que si j'avais pas ça, je pourrais pas communiquer avec mes proches, puisque je suis quand même pas mal partie. Donc, vive WhatsApp. J'ai appris à ma grand-mère à m'envoyer des photos. Donc, elle m'envoie ses petits plats en photo. Donc, ouais, WhatsApp, je pense que c'est un bon moyen de garder contact. Qui appelles-tu quand t'as besoin d'un conseil ? Mon petit frère. Ah ouais, tiens. De moins, mais ouais. De ressources. En fait, plein de ressources parce que malgré le fait que, oui, il est 9 ans de moins, il est tellement plus... Enfin, le mec, il comprend tout. Il a une maturité, ce que tu disais au début, que oui, j'ai acquise moi, mais que lui a grandi avec ça, en fait. Donc, il a vraiment une clairvoyance qui est énorme. Et donc, c'est vrai que si j'ai besoin d'un conseil ou d'une approbation ou quoi que ce soit, j'envoie soit à mon petit frère, soit à ma meilleure amie. Ouais. Ta routine beauté, matin et soir, si tu en as une ? Je suis de nouveau mauvaise élève comme le matériel photo. J'ai pas de routine, non. J'essaie juste de pas, de mettre de la crème pour pas peler, en disant voilà, on va éviter de perdre sa peau. Mais à part ça, vraiment, je suis nulle. Je suis pas du tout quelqu'un de axé routine. Mais je trouve ça super cool à regarder. Par contre, quand je vois ça, je suis là waouh. Mais je pourrais pas tenir ça en fait parce que à partir du moment où tu voyages beaucoup. Tu dois rester très restreint dans tes... Voilà, c'est ça. Et donc, à un moment donné, tu dis, OK, une crème... ça fera le taf. Et par contre, je fais gaffe aux crèmes que je prends parce que, voilà, c'est important d'utiliser des bons produits. Et puis, en plus, avec une maman qui a eu un cancer lié aux hormones, etc., je fais hyper attention à ça. Et je crois qu'on se rend pas compte de ce qui nous entoure aussi. Bien. Et puis, voilà, les produits beauté, c'est la première chose qui rentre dans notre corps. Donc, ça, je fais gaffe. Mais j'ai une crème. Voilà. Dernière question, la question signature d'audace. Peux-tu me raconter un moment où tu as fait preuve d'audace, justement, dans ta vie ? Je pense que le moment où j'ai été la plus audacieuse, c'est quand j'ai décidé de partir à Bali la première fois, en 2020. Solo. J'étais jeune, le Covid commençait déjà, donc j'étais dans l'avion avec un masque. Ouais, super. En fait, c'était le moment où c'était déjà cata en Asie, mais où chez nous, on regardait ça de loin, on se disait « Oh !» Ouais. Donc, c'est le moment où je suis partie et où, en fait, j'ai senti un appel du cœur, quoi. Où je me suis dit « C'est là, il y a un truc pour moi là-bas ». Et en fait, c'était le meilleur move que j'ai fait jusqu'à présent parce que ça a été de pair avec la maladie de ma mère. Et Bali a été l'endroit qui m'a permis de grandir, de guérir et d'être qui je suis aujourd'hui.
si Bali n'avait pas été là pour moi à ce moment-là, si j'avais pas été assez audacieuse à ce moment-là, je serais sans doute différente. Et donc oui, meilleur move, le départ. Merci beaucoup Noémie. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez me faire encore plus plaisir, partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux ou envoyez-le directement à votre bestie. À bientôt!